Je vous aime beaucoup, les gauchistes, mais l'un de vos problèmes, je pense, c'est votre incapacité à saisir le patriotisme, notamment celui qui existe au sein des masses et celui qui existe dans les pays du tiers-monde, de partir de là pour votre analyse, et votre haine, votre rejet pour ce nationalisme, même au sein de la France par exemple, vous rend incapable d'interagir avec le mouvement réel et de créer un mouvement de masse. Alors je crois qu'il y a erreur, puisque ce n'est absolument pas par schématisme doctrinaire que l'on rejette cette idée. C'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui a vécu sa période historique où celle-ci était historiquement progressiste. Historiquement progressiste? Je vois pas de quoi tu veux parler par là. Historiquement progressiste, je te rassure, ne veut pas dire qu'on trouve ça bien, ou même moralement mieux que ce qu'il y avait avant. Ce qu'on veut appuyer sur la définition d'historiquement progressiste, c'est un élément qui est que ça rapproche de l'avènement du communisme. On sait par exemple qu'une société qui ne développe pas le capitalisme, qui ne développe pas les rapports de production capitalistes, est une société qui est plus éloignée du communisme par le simple fait que le prolétariat, qui est la classe qui va pouvoir agir parce que c'est la classe qui est universellement opprimée par l'intégralité de la structure sociale qui se retrouve autour d'elle, dans ces pays-là n'existe pas, justement. Et dans un pays où les conditions de l'existence du prolétariat existent, elle est mécaniquement plus proche du communisme. Alors, je crois saisir un peu ce que tu veux dire, mais donc, c'est quoi le rapport avec le nationalisme en tant que tel sur ce côté-là? C'est que tu as probablement entendu parler des citations de Marx, d'Engels ou même bien de Lénine qui ont apporté leur soutien à des luttes de libération nationale ou bien à des mouvements qui sont des mouvements de fait nationalistes, on est d'accord? Oui, et d'ailleurs, c'est ce que je ne comprends pas chez vous, les gauchistes, c'est-à-dire que vous semblez passer outre. Ça rend la chose beaucoup moins intéressante d'une certaine manière. En fait, on va aller d'une manière assez simple. Marx et Engels ainsi que Lénine, mettent le curseur sur un point. Est-ce que cette lutte peut faire en sorte que cela devienne un progrès pour le mouvement communiste en général? Et c'est pour cette raison-là que Marx et Engels vont soutenir l'indépendance de l'Irlande ainsi que de la Pologne. Mais ce n'est pas pour un abstrait droit des nations ou ce n'est pas par une volonté assez propre en mode on va essayer d'étendre le mouvement pour ramener les nationalistes à nous, mais c'est juste qu'à un moment X, la tâche des nationalistes est une tâche qui va favoriser l'accumulation primitive du capital au sein de l'État et qui ainsi va pouvoir donc être utile au mouvement prolétarien dans son ensemble. Et c'est justement dans cette veine-là que les mouvements de libération nationaux bourgeois vont être soutenus par Lénine. Après, ce sur quoi les gauches communistes ne sont pas d'accord, même si je ne peux pas parler au nom de toutes les gauches communistes, mais en tout cas je dirais que c'est le fait que il y a eu un abandon de l'objectif justement du mouvement de libération nationale qui s'est plus concentré sur cette tâche et qui a pu donner au stalinisme du grain à moudre dans la mesure où ça a expliqué que oui, la révolution elle se ferait en plusieurs étapes. Mais si on met ça de côté, donc dans ce qui est spécifique au léninisme en tant que tel, et qu'on le remet dans son contexte historique, c'est-à-dire qu'il y avait la première vague révolutionnaire qui avait échoué et une volonté de la faire redémarrer le plus vite possible en faisant en sorte que les révolutions nationales bourgeoises en Asie parviennent à un succès, on peut très rapidement venir à une conclusion générale. Ce n'est pas le principe nationaliste qu'ils défendent, mais c'est l'agencement de ce qui peut se passer dans un instant X. Mais ce que tu es en train de dire, c'était que c'est pas le principe de libération nationale en lui-même qui est soutenu, mais plutôt ce que ça pourrait apporter. C'est-à-dire que l'indépendance nationale n'est pas une cause en soi, mais c'est les modalités de cette indépendance qui rend le truc le plus important. Mais ça me paraît pas coïncider, parce que après, durant la Seconde Guerre, après la Seconde Guerre mondiale, l'URSS aura été l'un des premiers pays qui va pousser vers la décolonisation. Et d'ailleurs, tous les partis communistes vont être poussés vers cette voie-là. Tu voudrais dire que tu comprends mieux Marx et Engels que des partis communistes avec 100 millions de membres. Je pense que le mieux va être de lire un texte de Engels, enfin du moins une partie. L'article que je vais lire va être La lutte des Magyars, donc qui a été écrit en 1849 par Engels. Et je pense que tu pourras en juger par toi-même.
Je commence. Il n'y a aucun pays en Europe qui ne possède quelque part les restes d'un ou plusieurs peuples, survivants d'une ancienne population refoulée et soumise par la nation devenue plus tard l'élément moteur de l'évolution historique. Ces survivances d'une nation impitoyablement piétinée par la marche de l'histoire, comme le dit Hegel, ces déchets de peuple deviennent à chaque fois les soutiens fanatiques de la contre-révolution, et ils le restent jusqu'à leur extermination et leur dénationalisation définitive. Leur existence même n'est-elle pas une protestation contre une grande révolution historique? C'est ainsi qu'en Écosse, les Gaels furent les soutiens des Stuarts de 1640 à 1745. C'est ainsi qu'en France, les Bretons furent les soutiens des Bourbons de 1792 à 1800. C'est ainsi qu'en Espagne, les Basques sont les soutiens des Don Carlos. Le caractère réactionnaire des Slaves du Sud était donc nettement accusé avant 1848. L'année 1848 l'a mis en lumière. Bon, on voit que par exemple Marx, ou enfin ici plus précisément Engels, a son cœur qui n'est pas du tout poussé vers la lutte de l'indépendance basque, bretonne, galloise. Enfin, il a l'air de s'en foutre en fait. Parce que justement, il juge que à ce moment historique, cette lutte, qui est donc menée par des propriétaires féodaux en tant que tels, hein, et qui n'a pas de parti bourgeois, ou bien cette lutte qui ne permettra pas un développement ultérieur du capitalisme parce que le capitalisme est déjà développé dans ces pays, mais cette lutte est une lutte qui ne servira à rien, ou en tout cas qui ne servira à rien dans le point de vue du communisme. Et puisque c'est ça le but et le critère qui permet d'avancer et qui permet de juger l'avancée des choses, bah, Engels ne va pas soutenir dans ce cas-là. Mais d'ailleurs, c'est exactement la même position de Lénine, et que Lénine aura. Ah bon? Mais attends, c'était quoi la position de Lénine du coup? Par exemple, en 1916, il écrit les phrases suivantes. L'impérialisme est notre ennemi aussi mortel que le capitalisme, c'est juste. Toutefois, aucun marxiste n'oubliera que le capitalisme est un progrès par rapport au féodalisme et l'impérialisme par rapport au capitalisme pré-monopolistique. Nous n'avons donc pas le droit de soutenir n'importe quelle lutte contre l'impérialisme. Nous ne soutiendrons pas la lutte des classes réactionnaires contre l'impérialisme. Nous ne soutiendrons pas l'insurrection des classes réactionnaires contre l'impérialisme et le capitalisme. Mais alors, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, par exemple, tu ne soutiens pas les bourgeoisies nationales qui essayent de combattre l'impérialisme? Mais on ne pense pas qu'il n'y a jamais eu de période où la bourgeoisie avait un rôle progressiste dans les pays colonisés. D'ailleurs, il y avait un moment où la bourgeoisie nationale l'avait eu parce qu'elle pouvait faire en sorte que les ressources du pays soient utilisées pour développer le mode de production capitaliste. Mais je vais plutôt utiliser un texte donc qui va être issu justement de débats entre l'opposition de gauche chinoise en 1947. Je pense que c'est assez intéressant sur le coup. Moi, vas-y, je suis pas convaincu. Allons-y. Bon, c'est ce texte-là. Enfin bon, je vous l'envoie après. Pour le dire clairement, à l'époque de la croissance du capitalisme, les impérialismes encore immatures entretenaient avec les colonies des rapports qui prenaient essentiellement la forme de l'exportation de marchandises. Autrement dit, ils suivaient la voie de l'agression commerciale. Ainsi, leur oppression, tant sur sa forme que dans son contenu, était nationale. Les impérialistes envoyaient directement des aventuriers, militaires, politiciens et missionnaires, par l'intermédiaire de quelques traites compradors, le mot est impossible à prononcer, Maïban, voilà. Ils exerçaient sur l'ensemble du peuple opprimé une oppression économique, politique et militaire. Dans le même temps, du côté impérialiste, les rapports de force étaient relativement équilibrés, leur rivalité assez forte, de sorte que des révolutions démocratiques bourgeoises dans des pays coloniaux avaient une réelle possibilité de succès. La perspective d'un État indépendant bourgeois n'était pas encore totalement perdue. C'est ainsi que le Japon, profitant de ces conditions favorables, put passer du statut de semi-colonie à celui d'un État indépendant, et de là s'élever d'un seul bond au rang de puissance impérialiste. D'ailleurs, on peut l'ajouter pour la plupart des pays du tiers-monde qui ont eu leur indépendance par la guerre, genre l'Égypte, l'Algérie, etc. Mais plus tard, lorsque le capital financier mondial parvint à une domination absolue, l'impérialisme commencera à exporter son capital excédentaire vers les colonies, établissant des liens organiques avec la bourgeoisie coloniale, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Les rapports entre impérialismes se simplifièrent énormément. Le capital financier non seulement utilisait sa puissance pour conquérir le monde entier, mais étendait son réseau de relations à l'échelle mondiale. Dès lors, l'oppression impérialiste dans les colonies n'est plus que dans un sens très limité de caractère national, mais dans un sens fondamental de caractère de classe. L'impérialisme, s'unissant organiquement à la bourgeoisie indigène, faisait de celle-ci son collaborateur dans les colonies et lui-même devient un participant actif de la lutte des classes internes des pays coloniaux.
Ainsi, la tâche de la révolution prolétarienne mondiale s'imposa, la formule de révolution bourgeoise démocratique dans les colonies devient de plus en plus inappropriée, et la perspective d'un État bourgeois indépendant se réduit à une simple illusion. D'ailleurs, on peut le voir par exemple avec les cas que j'ai cités précédemment, ou même l'Algérie, l'Égypte, etc., où on voit bien que leur bourgeoisie, pour pouvoir se lier organiquement au commerce international, est obligée de subir justement les relations impérialistes. Et la seule manière d'effacer ça, c'est la lutte des classes. Bon je te remercie, c'était salutaire. Tu sais le mec qui s'auto... Ok bon, le quatrième mur il vient de tomber.